Dans les montagnes embrumées de Delphes, à 600 mètres au-dessus du golfe de Corinthe, se dressait le temple le plus puissant de l'Antiquité. Pas par sa taille, pas par ses richesses, mais par ce qui s'y passait dans une petite chambre souterraine sombre où s'échappaient d'étranges vapeurs du sol. Là, assise sur un trépied de bronze au-dessus d'une fissure dans la roche, une femme parlait. Et quand elle parlait, le monde entier l'écoutait. Rois, empereurs, généraux, tous traversaient la Méditerranée pour recueillir ses paroles. Une seule de ces phrases pouvait déclencher des guerres, couronner des rois ou faire s'effondrer des empires. Mais voici ce que l'histoire préfère oublier. Cette femme qui guidait le destin du monde connu était souvent une esclave ou une femme vulnérable, choisie non pour sa sagesse, mais pour sa vulnérabilité. Droguée par les vapeurs d'éthylène qui s'échappaient du sol, possédée par Apollon, disait-on. En réalité, intoxiquée au point de perdre toute conscience de son propre pouvoir. Elle, c'était la Pythie, l'oracle de Delphes, techniquement la personne la plus influente de son époque. Et subjectivement, elle n'avait même pas le droit de quitter le temple. Elle détenait un pouvoir que les plus grands hommes vénéraient, mais ne possédait rien, même pas sa propre liberté. Brillante en surface, vide à l'intérieur. Et nous voilà en 2025, dans cette même dissociation troublante. Détenteur de compétences extraordinaires, capable de performances que notre enfant intérieur n'osait rêver, et pourtant secrètement convaincu que nous ne méritons pas nos propres succès. Combien de fois as-tu brillé en public tout en pensant secrètement « Ils vont découvrir que je ne sais rien ». Combien de compliments as-tu balayé, persuadé qu'ils se trompaient sur ton compte ? Car les neurosciences viennent de révéler quelque chose de stupéfiant. Ton cerveau peut simultanément exceller à un niveau exceptionnel et être convaincu de ton insignifiance. Donc tu peux avoir développé un cerveau de champion tout en gardant un cœur d'imposteur. Bienvenue dans l'univers de la dissociation dorée, là où tes plus grands talents deviennent tes plus belles prisons. Bienvenue dans Hypnose et hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des confusions les plus coûteuses de notre époque, celle entre confiance en soi et estime de soi. Deux mécanismes que notre culture moderne mélange allègrement, créant des êtres brillants en surface, mais rongés intérieurement. Car cette confusion n'est pas anodine. Elle maintient des millions de personnes talentueuses dans une prison dorée, brillantes en surface, mais déconnectées de leurs valeurs fondamentales. Je vais te révéler une vérité que nos ancêtres connaissaient, mais que nous avons aujourd'hui oubliée. Tu peux exceller techniquement dans tous les domaines de ta vie et simultanément te sentir comme un imposteur qui va être démasqué d'un moment à l'autre. Cette dissociation n'est pas un bug de notre époque, c'est sa caractéristique principale. Commençons par démêler cette confusion fondamentale que notre époque entretient soigneusement. La confiance en soi, c'est « je crois en mes capacités à réaliser cette tâche spécifique dans ce contexte donné ». Quand on parle de confiance en soi, on parle de technique. Une technique, c'est mesurable et c'est corrélé à la compétence réelle. Donc si tu ne sais pas piloter un avion, c'est normal et même c'est sain de manquer de confiance pour le pilotage d'avion. La confiance, elle se développe avec l'expérience, avec l'entraînement et la maîtrise progressive. L'estime de soi, ce serait plutôt « je crois en ma valeur fondamentale en tant qu'être humain, indépendamment de mes performances ». L'estime de soi, c'est existentiel, c'est inconditionnel. C'est cette conviction profonde que tu mérites d'exister, que tu mérites d'occuper de l'espace, de poursuivre tes aspirations. Et ce, même quand tu échoues, même quand tu apprends encore, et même quand c'est imparfait. Les neurosciences montrent que confiance en soi et estime de soi n'activent pas les mêmes zones du cerveau. La confiance en soi, qui consiste à passer à l'action et à prendre des décisions, s'appuie surtout sur le cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone qui gère la planification, le contrôle et l'anticipation. Les études menées par David Vago ou Antonio Damasio vont dans ce sens. Quand on prépare une action, ce sont les réseaux dits exécutifs qui s'activent.
A l'inverse, l'estime de soi et l'autocompassion mobilisent davantage les régions qui traitent nos émotions et la perception de soi. Le cortex singulaire antérieur et l'insula, par exemple. Tania Singer a montré, grâce à l'imagerie cérébrale, que l'autocompassion, donc c'est cette capacité à se traiter avec bienveillance, fait travailler le cerveau différemment que la simple auto-valorisation. Christine Neff, de son côté, a prouvé que l'autocompassion rend l'estime de soi plus stable. Elle ne dépend plus seulement de la performance ou du regard des autres. En clair, la personne reste solide, même en cas d'échec, parce qu'elle ne conditionne plus sa valeur à ses succès. Donc pour résumer, la confiance en soi, c'est le cerveau de l'action et de la décision. Et l'estime de soi, c'est l'autocompassion. Ce sont les zones du ressenti et de la régulation émotionnelle. Et quand on cultive cette autocompassion, on devient donc moins fragile face aux hauts et aux bas de la vie. Bref, ce n'est pas que de la poésie New Age, c'est du costaud. Cette distinction, nos ancêtres la connaissaient intimement. Dans la tradition bouddhiste, on parle de Buddha Nature, cette essence précieuse qui existe en chaque être, indépendamment de ses accomplissements temporaires. Le moine novice qui récite mal ses mantras possède exactement la même Buddha Nature que le maître éveillé. Les références anthropologiques, comme celle de Richard Gombrich, montrent que cette notion traverse de nombreuses cultures, parfois avec d'autres mots, mais avec la même racine. Ce droit d'exister avant même d'agir. Et peut-être que tu connais cette sensation. Quand tu réussis quelque chose d'objectivement impressionnant, par exemple une belle présentation, un projet mené à bien, une reconnaissance, quelle qu'elle soit, et quelques heures plus tard, tu te sens mais vide, comme si ça ne comptait pas vraiment, comme si tu avais dupé tout le monde. Et ça, c'est exactement la signature de cette dissociation dorée. Ta confiance technique fonctionne parfaitement, mais ton estime profonde est en ruine, et notre culture t'a appris à confondre les deux. Une étude longitudinale menée par Jennifer Crocker et Laura Park de l'Université du Michigan, publiée dans Psychological Science en 2004, a suivi 600 étudiants sur 4 ans. Résultat troublant, ceux qui basaient leur estime de soi sur leur performance académique montraient des niveaux d'anxiété et de dépression significativement plus élevés, même quand ils excellaient objectivement. Le moi idéal, ce fantôme qui nous hante. Pour comprendre cette dissociation, il faut parler du fameux moi idéal. Ce concept a été évoqué par Freud, et depuis il a été largement exploré par la psychologie moderne. Le moi idéal, c'est en fait cette image de perfection inconsciente qu'on essaie sans cesse d'atteindre. C'est l'image de cette personne parfaite que nous croyons devoir devenir pour mériter l'amour. Imagine, tu as 4 ans. Tes parents rayonnent quand tu récites parfaitement ta poésie. Tu ressens cette chaleur délicieuse d'être adoré, et ton petit cerveau en développement encode cette information cruciale. Quand je performe, je suis aimable. Et puis vient l'école, les notes, les classements, la course aux félicitations. Chaque validation externe sculpte un peu plus cette statue intérieure du « moi que je dois être » pour mériter l'amour. Et cette statue devient progressivement le tyran de ta psyché. Daniel Siegel parle de neuroplasticité dépendante de l'expérience. En clair, nos circuits cérébraux s'adaptent aux récompenses et aux attentes parentales. Donc cet enfant, qui reçoit de l'amour surtout quand il performe, il va brancher son système de récompense sur la validation externe. Une grande méta-analyse coordonnée par Tim Kasser et d'autres chercheurs montre, chiffres à l'appui, que plus on base sa valeur sur l'apparence, la richesse ou la performance, plus le risque d'anxiété et de dépression augmente. Les pourcentages précis varient selon les études évidemment, mais la tendance est toujours la même. Et ce fameux moi idéal grandit toujours plus vite que nous. Parce que ce moi idéal, ce n'est pas ton rêve à toi authentique, c'est plutôt ton geôlier invisible inconscient. C'est cette voix qui te dit que tu devrais être différent, tu devrais être plus confiant, plus brillant, plus stable, plus créatif. Cette voix qui peut devenir comme un harceleur presque, pour que tu deviennes enfin digne d'être aimé. C'est ce que des psychologues comme Tom Wilson appellent l'adaptation hédonique. À chaque nouvelle réussite, le cerveau déplace la ligne d'arrivée, ce gros malin. Et du coup, la satisfaction s'éloigne. Plus tu réussis objectivement, plus l'écart entre ton moi réel et ton moi idéal devient douloureux. Car on l'a dit, ton moi idéal grandit avec tes succès, comme un parasite qui se nourrit de tes accomplissements. Ta promotion ? Oui, mais maintenant je dois prouver que je la mérite vraiment. Ton succès ? Non, mais c'était juste de la chance, la prochaine fois, ils vont bien voir. Les compliments ? Ah non, mais c'est parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Ce tyran intérieur qui te dit que tu n'es jamais assez, ce n'est pas ton intuition profonde,
C'est cette espèce de fantôme du moi idéal qui s'est installé dans ta psyché et qui continue à te maintenir dans une course sans fin vers une perfection qui n'existe que dans ta tête. L'épidémie silencieuse. Anatomie du syndrome de l'imposteur. En 1978, Pauline Clance et Suzanne Himes publient la première étude qui donne un nom à ce sentiment d'illégitimité. Le syndrome de l'imposteur. Leurs recherches portent d'abord sur des femmes en réussite académique ou professionnelle, mais incapables d'attribuer leur succès à leurs compétences. Elles se vivent comme des fraudeuses, persuadées que leurs résultats relèvent de la chance, de l'effort excessif ou d'une erreur de jugement de la part des autres. Et le terme s'impose rapidement pour décrire ce décalage entre la réalité des accomplissements et la perception subjective d'être en sursis, comme menacé à tout moment d'être démasqué. Mais voici là où ça devient vertigineux. C'est que depuis, le phénomène s'étend bien au-delà du public initial. Des enquêtes internationales, comme celle de la psychologue Sandy Mann de l'Université de Central Lancashire, ou de grandes institutions comme l'American Psychological Association Nature, montrent que ce ressenti concerne plus de 80% des professionnels à un moment de leur parcours. 80%. Ce taux élevé reste hyper indicatif. Bien sûr, il varie selon la définition adoptée, les contextes culturels et les critères d'exclusion. Mais il y a quand même cette constante. Le sentiment d'imposture traverse tous les milieux, du junior au cadre dirigeant, du secteur public au secteur privé. Valérie Young, spécialiste du sujet, a approfondi la compréhension du syndrome en identifiant 5 profils d'imposteurs. Premier profil, le perfectionniste. Pour lui, 98%, c'est pas assez. Il s'auto-flagelle pour la moindre erreur. Deuxième profil, le soliste. Pour lui, demander de l'aide équivaut à avouer son incompétence, donc il s'épuise à tout faire seul. Troisième profil, l'expert. Lui, il craint de ne pas tout savoir et de ne pas être perçu comme un expert dans son domaine. Alors, il accumule compulsivement diplômes et certifications. Quatrième profil, le génie naturel. Lui, il pense que la compétence vraie, elle vient sans effort. Donc dès qu'il doit se mettre à travailler, eh bien il doute. Et cinquième profil enfin, le Superman ou Superwoman. Il doit exceller dans tous les domaines simultanément. Et quand il y a un échec partiel, pour lui ça veut dire échec total. Alors pose-toi cette question, lequel de ces profils reconnais-tu en toi ? Car statistiquement, tu t'identifies à au moins un de ces profils. Ce n'est pas de la voyance, c'est juste que notre époque de performance perpétuelle fabrique des imposteurs en série. Le cas clinique, Sarah, l'oracle numérique. Laisse-moi te parler de Sarah. C'est toujours pas son vrai nom, évidemment. Sarah, 34 ans, consultante en stratégie digitale. Un CV qui fait rêver, des clients qui se disputent ses services, un salaire à 6 chiffres. Bref, sur LinkedIn, c'est l'incarnation du succès moderne. Sarah est venue me voir après une crise de panique. Une crise de panique pendant qu'elle recevait un prix pour son excellent travail. Littéralement. Sur scène, 300 personnes qui l'applaudissent, et là, son corps a décidé que c'était le moment parfait pour déclencher toutes ses alarmes internes. « Je ne mérite pas d'être là », m'a-t-elle confié lors de notre première séance. « Ils vont finir par comprendre que je ne sais pas vraiment ce que je fais. » Et en creusant, nous avons découvert l'architecture de sa dissociation. Sarah excellait techniquement parce qu'elle avait développé un système de compensation phénoménal. Elle surpréparait tout. Elle anticipait chaque question possible. Elle maîtrisait son domaine mieux que quiconque. Et pourquoi ? Par pure terreur d'être démasquée. Et en faisant des petits tests et des petits bilans, on est tombé un petit peu sur ses scores. Au niveau confiance technique, on est à 9 sur 10. Elle sait ce qu'elle fait et elle sait qu'elle le sait. Mais au niveau de l'estime, là on est plutôt sur du 3 sur 10, qui est assez bas. Donc sa confiance technique était surdéveloppée, mais son estime personnelle était inexistante. Sarah se lève à 5h30, vérifie ses emails, stress instantané. Elle prépare sa journée de travail avec l'anxiété de quelqu'un qui va à son exécution. Elle excelle dans toutes ses réunions, elle reçoit des compliments, mais elle les minimise automatiquement. Elle rentre chez elle, épuisée. Elle se demande si elle aura encore de la chance demain. Et elle répète le cycle, tous les jours, depuis 10 ans. Bref, elle a construit un château professionnel sur des fondations existentielles en papier mâché. Et ce qui m'a frappé vraiment chez Sarah, c'est cette phrase qu'elle a prononcée lors de notre 4e séance. J'ai l'impression d'être une actrice qui a tellement bien joué son rôle qu'elle a oublié qui elle était avant de monter sur scène. Et cette métaphore capture parfaitement la dissociation dorée.
l'oracle brillant a pris le contrôle au point d'effacer l'humain authentique. L'archéologie de l'estime. Comment se construit la valeur de soi ? Pour comprendre comment réparer cette dissociation, il faut d'abord plonger dans la manière dont elle s'est installée. Parce que non, personne ne naît avec une estime de soi défaillante. L'estime de soi se construit dans les premières années de la vie, à travers ce que John Bowlby et Mary Ainsworth ont appelé l'attachement sécure. Leurs recherches, qui sont vraiment des références dans la psychologie du développement, montrent que l'enfant apprend sa valeur fondamentale à travers le regard inconditionnel de ses premiers proches. C'est ce regard presque cellulaire d'être accueilli tel qu'on est intrinsèquement. Pas pour ce qu'on a accompli, mais pour ce qu'on incarne. Des travaux comme ceux d'Alan Shore, neuropsychologue à l'UCLA, expliquent comment ces premières relations d'attachement façonnent littéralement le développement du cerveau droit. Le cerveau droit qui pilote notre capacité à réguler nos émotions et à ressentir notre propre valeur. Quand un bébé pleure et reçoit une réponse empathique et cohérente, il installe en lui ce que Shore appelle la sécurité neurobiologique. C'est cette certitude corporelle, même primitive, qu'il mérite l'attention et la bienveillance, quoi qu'il fasse. Mais voilà où notre société moderne vient brouiller les cartes. On a mécanisé l'amour. On a troqué la tendresse spontanée contre des points, contre des notes et contre des évaluations. Et alors l'amour devient comme une récompense, l'attention devient salaire, et l'affection devient performance. Des recherches longitudinales menées par Tim Kasser et d'autres équipes de psychologie sociale montrent que lorsque l'enfant grandit avec un amour conditionné à la réussite, il risque de développer plus d'anxiété à l'âge adulte, une autocompassion plus difficile et un schéma de recherche de validation qui s'ancre très tôt. Ici, les chiffres peuvent varier selon les études, mais la tendance générale est solide. Je suis fière de toi quand tu as de bonnes notes. Tu me rends heureux quand tu te comportes bien. Papa t'aime quand tu gagnes ton match. Et voilà ce que l'enfant enregistre. Amour égale performance. Valeur personnelle égale résultat. Et cette équation, si elle se répète, devient invisible. Et adulte, tu continues à chercher en dehors la preuve que tu as le droit d'exister, même sans t'en rendre compte. Et pourtant, c'est exactement l'inverse que transmettent les traditions contemplatives anciennes. Dans le zen, ta valeur précède tes actes. Tu es précieux parce que tu existes, et méditer n'est qu'une manière d'honorer cette valeur, et jamais de la mériter. L'anthropologue Joseph Henrich, dans ses synthèses sur l'évolution des sociétés humaines, explique que cette inversion moderne, cette idée qu'il faut gagner sa place au soleil, est historiquement récente et très liée à nos sociétés occidentales industrialisées. Parce que nos sociétés ont tout inversé. On t'a vendu l'idée qu'il fallait mériter l'amour, que la valeur se gagnait à coup de performance, que tu étais la somme de tes résultats. Et sans t'en rendre compte, tu portes parfois cette fracture jusque dans tes plus beaux succès. Pense à cette première fois où tu as senti que ton amour de toi-même dépendait de quelque chose d'externe. Repense à cette fois où on t'a fait comprendre que tu n'étais pas bien, que tu ne correspondais pas aux attentes. Cette fracture originelle conditionne encore aujourd'hui ta relation à tes propres accomplissements. Je ne dis pas ça pour accuser nos parents et nos enseignants, quoique il y aurait des choses à dire, mais en réalité, ils n'ont fait que transmettre ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Mais quand on commence à voir le mécanisme, c'est déjà en sortir. Mettre de la lumière dessus, c'est commencer à la transformer. La neuroplastie de l'estime. Comment recabler la valeur ? Voilà la bonne nouvelle. Ton cerveau garde la capacité de changer toute ta vie. Ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité n'est pas juste un mot à la mode, c'est un vrai potentiel. Tu peux littéralement créer de nouveaux circuits neuronaux liés à l'estime de toi, et même quand tu es adulte. Des chercheurs comme Rick Hanson, Tanya Singer, Britta Holzel ou Richard Davidson ont montré que des pratiques régulières d'autocompassion, c'est-à-dire concrètement prendre soin de soi quand on échoue plutôt que de s'autoflageller, entraînent des modifications mesurables dans le cerveau. Selon les études, on observe une activation plus forte du cortex singulaire antérieur, qui est liée à l'auto-bienveillance, une diminution de la réactivité de l'amygdale face à la critique, et sur le long terme, une estime de soi plus stable et moins dépendante des hauts et bas de la performance. Alors voilà ce que tu peux faire pour l'améliorer, cette estime de toi. Pratique numéro 1. La séparation sacrée.
Chaque jour, ou chaque soir, ou chaque moment, ou bref, quand tu veux dans la journée, prends quelques minutes pour te poser. Peut-être fermer les yeux et puis te répéter mentalement. Ma valeur d'être humain existe indépendamment de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Non, ce n'est pas un mantra de développement personnel à la con. D'après les travaux de Christine Neff, cette autocompassion, elle entraîne des changements réels dans la perception de soi. Plus tu commences à recabler ton cerveau, plus tu le déshabitues au lien automatique entre « j'ai réussi » et « je vaux quelque chose ». Deuxième pratique, l'audit de dissociation. Pendant une semaine, chaque fois que tu ressens ce fameux écart entre ce que tu viens de faire et ce que tu ressens, le fameux brillant à l'extérieur et vide à l'intérieur, prends-en note, tout simplement. Et formule-le le plus simplement possible à ta façon. Par exemple, j'ai eu des compliments aujourd'hui, mais je les rejette. J'ai fini un projet, mais j'arrive même pas à savourer ma victoire, je pense déjà au suivant. Des études sur l'affect labeling, le fait de nommer ce qu'on ressent, montrent que simplement poser des mots sur nos décalages internes diminue leur pouvoir. Et là, on ne le fait pas pour analyser, on fait juste ça pour voir et reconnaître. Troisième pratique à essayer, le témoin intérieur. Commence à t'entraîner à cette distinction et commencer à te dire « je vois que j'ai réussi ça aujourd'hui » plutôt que « je suis quelqu'un qui réussit ». Jon Kabat-Zinn, pionnier de la pleine conscience, insiste sur ce petit pas de côté. Tu redeviens le témoin de ta vie, pas l'esclave de tes réussites. Je vois que j'ai réussi ça aujourd'hui, au lieu de « je suis quelqu'un qui », etc. Et au fil des semaines, cette gymnastique grammaticale devient une révolution psychologique. Tu vas te désidentifier de la réussite et enfin pouvoir respirer. J'ai foiré ma présentation, je suis toujours vivant, j'ai raté une opportunité, je mérite toujours d'exister. Mon projet a échoué, ma valeur fondamentale, elle, reste intacte. Bref, j'apprends à aimer l'humain imparfait que je suis, plutôt que l'oracle brillant que j'ai fabriqué. L'industrie de l'imposture. Comment le business exploite ta dissociation. Et maintenant, parlons franchement de ce qui me hérisse le poil encore une fois, cette industrie de développement personnel. Cette machine à 15 milliards d'euros qui a compris qu'elle pouvait monétiser ta dissociation et elle ne s'en prive pas. Parce que oui, ils te vendent de la confiance en soi, alors que ce dont tu as vraiment besoin, c'est de l'estime. C'est un peu comme filer des antalgiques à quelqu'un qui a une fracture ouverte. Ça camoufle la douleur, oui, peut-être, admettons un tout petit peu, mais ça ne soigne rien du tout. La plupart des analyses de marché, par exemple les rapports Ibisworld, confirment que l'écrasante majorité des produits vendus sur ce secteur sont des outils ou des formations pour améliorer la performance, la communication ou le charisme, et que la question de la valeur inconditionnelle, cette question d'auto-acceptation, est presque toujours absente des rayons. Pourquoi ? Parce que vendre de la vraie estime de soi, c'est rendre les gens autonomes. Mais vendre de la confiance en surface, c'est les rendre accros, et donc des clients. Après, oui, il n'y aurait pas d'offre s'il n'y avait pas de demande. D'un côté, je suis d'accord, c'est pas pour tout critiquer. Mais il y a quand même une stratégie cachée derrière. Ils exploitent ton système de l'imposteur pour te proposer des solutions qui renforcent le problème. Et c'est ça, moi, qui me dérange le plus. Vous ne vous sentez pas légitime ? Voici 47 techniques pour paraître plus sûr de vous. Sauf qu'au lieu d'accueillir ton humanité imparfaite, tu ne fais que polir ton masque. Plusieurs analyses de contenu de programmes populaires, comme celle synthétisée par Tim Kasser, montrent que la quasi-totalité de ces offres continuent d'alimenter le même message. Tu n'es pas encore assez, mais on peut t'aider à le devenir. Et que l'équation valeur égale performance, elle reste la norme. Et le plus pervers, c'est qu'ils utilisent le langage de l'authenticité pour vendre de l'artificiel. Révélez votre vrai potentiel, à traduire par « votre version actuelle est insatisfaisante » ou « devenez la meilleure version de vous-même » à traduire par « donc, vous n'êtes pas assez comme vous êtes ». C'est de la manipulation psychologique bien emballée. Tu doutes de ta valeur, tu achètes une formation confiance en soi, tu apprends 2-3 techniques de posture et de voix, tu parais plus sûr de toi, tu reçois plus de compliments, tu deviens dépendant à la validation externe, alors tu recommences à douter, tu rachètes une formation encore plus avancée, un peu plus chère à chaque fois. Bref, tu es devenu accro à ton dealer de confiance artificielle. L'hypnose, déprogrammer l'oracle, réveiller l'humain.
C'est ici que l'hypnose révèle toute sa puissance, car cette dissociation entre confiance et estime s'est ancrée dans des couches profondes de ton inconscient, souvent même avant que tu aies les mots pour la comprendre. En état hypnotique, on peut aller explorer ces programmes précoces qui dictent encore aujourd'hui ta façon de te juger, de te dévaluer, de penser que tu n'es pas assez, ou qu'il faudrait toujours en faire plus. Donc cette petite voix qui chuchote « tu ne mérites pas », on peut enfin l'écouter, la comprendre et la transformer. Des chercheurs comme Amir Raz à l'université McGill ont montré que l'hypnose, observée en IRM fonctionnel, modifie vraiment l'activité des réseaux cérébraux impliqués dans l'auto-évaluation et la critique de soi. Les études ne donnent pas toutes les mêmes pourcentages, mais la direction générale est claire. Après plusieurs séances, on observe une diminution de l'activité du cortex préfrontal médian, là où se loge la rumination et l'autocritique. Et on observe aussi une augmentation de l'insula antérieure, la zone liée à l'autocompassion. Et on observe que les connexions entre les zones rationnelles et émotionnelles se renforcent. Ce sont des tendances qui ont été observées dans de nombreux protocoles. Une de mes approches favorites, c'est la négociation entre parties. Alors oui, c'est pas très sexy comme nom, mais ça fonctionne super bien. Dans cet état de conscience modifié, on va faire dialoguer la part de toi qui cherche à performer avec la part qui aspire juste à exister. Ces deux aspects, qui jusque-là se tiraient dans les pattes, apprennent progressivement à cohabiter, à se respecter, comme deux petits animaux sauvages qui s'apprivoisent progressivement. C'est comme réunir deux membres d'une même famille qui ne s'étaient pas parlé depuis longtemps. L'oracle brillant et l'humain vulnérable découvrent qu'ils peuvent coexister et même s'entraider. Le protocole que j'utilise est inspiré des approches de Ronald Siegel sur l'acceptation radicale et de Christopher Germer sur l'autocompassion. En état hypnotique, on peut, premièrement, identifier la voix du « moi idéal » et ses exigences. Deuxièmement, laisser s'exprimer le « moi authentique » avec ses besoins réels. Troisièmement, créer un espace de dialogue entre ces deux parties. Et quatrièmement, installer de nouveaux modèles d'auto-évaluation, non plus basés sur la performance, mais sur la bienveillance. Bon, là je te ai raccourci le protocole de manière extrême, en général c'est bien sûr un peu plus long et beaucoup plus personnalisé, mais c'est pour te donner la tendance. Donc si tu te reconnais dans ce portrait, brillant à l'extérieur, fragile à l'intérieur, retiens bien une chose. Cette dissociation, ce n'est pas une fatalité, ce n'est qu'un conditionnement. Et comme tout conditionnement, il peut être désinstallé, déconstruit et remplacé par autre chose de beaucoup plus sympa. Parce que cette question d'estime de soi, ça ne se booste pas comme la confiance. L'estime, ça se révèle, simplement en commençant à gratter sous la carapace des performances et des attentes. Parce qu'elle est déjà là, cette estime, sous la couche des conditionnements et sous les masques de l'excellence. Il n'y a plus qu'à la retrouver. On raconte, mais l'histoire ne l'a jamais gravé dans le marbre, qu'aux dernières heures de l'oracle de Delphes, la dernière Pythie a choisi le silence. Elle aurait regardé les prêtres, les rois, les fidèles, et n'aurait plus prononcé la moindre prophétie. Elle aurait murmuré « Je ne suis plus l'oracle, je suis simplement moi ». Vrai ou faux, peu importe, ce mythe raconte ce que nous avons tous à faire. Cesser d'incarner le rôle que tout le monde attend de nous. Oser poser le masque, se rencontrer enfin, là, au creux de l'imperfection. Voilà peut-être le début d'une révolution silencieuse, ce moment où tu choisis d'être humain avant d'être performant, ce moment où tu réalises que ta valeur n'a jamais dépendu ni de tes exploits, ni de tes échecs, et ni de la vie de qui que ce soit. Que la vraie force, c'est d'oser être vulnérable, c'est d'habiter pleinement ta propre histoire et de cesser de courir après des chimères et ce moi idéalisé. Tu n'as jamais été ton CV, tu n'as jamais été la somme de tes résultats. Tu es ce témoin intérieur, cette présence immuable, ce souffle qui observe et qui ressent. Comme l'écrivait le poète Rumi, tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte. Et comme le glissait Alan Watts avec sa lucidité impertinente, le seul véritable échec, c'est de tenter d'être autre chose que soi-même. Si après cet épisode, tu sens que tu vis depuis trop longtemps dans cette dissociation dorée, oracle brillant le jour, humain blessé la nuit, sache que le simple fait de le voir, c'est déjà le début de la guérison. La neuroplasticité commence avec la prise de conscience, c'est déjà le premier pas.
Tu mérites d'exister non pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et peut-être qu'un jour, tu découvriras que la paix ne s'atteint pas au sommet de la performance, mais au cœur de cette présence simple, courageuse, imparfaite que tu as déjà en toi. Et si tu veux que la révolution silencieuse fasse un peu plus de bruit dans les algorithmes, tu peux t'abonner ou même laisser un commentaire. Il paraît que ça libère aussi la dopamine. Et moi, ça me fait toujours autant plaisir que de savoir qu'une Pitty a peut-être retrouvé sa liberté. C'était Maëva, et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration de ce qui rend la condition humaine si précieuse, si complexe, mais aussi si digne d'être vécue.